Salut à tous, alors me voici de retour avec une revue de portefeuille. C'est pas vraiment une revue de portefeuille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur le club Bourse Eco. J'ai demandé dans une annonce s'il y avait des volontaires pour que j'analyse leur portefeuille en vidéo. J'ai eu plusieurs volontaires, mais il y a surtout un message qui m'a fait tilter. C'est quelqu'un qui m'explique qu'il a fait un quasi all-in sur une seule valeur avec une taille conséquente. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors bien sûr, on n'est pas sur une analyse classique de portefeuille. On va plutôt analyser un trade, en fait, mais un sacré trade pour lui. Je vais vous détailler ça. On va voir quelle valeur, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il en a retiré, puis bien sûr je vous donnerai mon avis. J'ai trouvé que c'était sympa d'avoir quelque chose qui est un peu moins statique qu'un portefeuille, et puis voilà, qu'est-ce que ça donne de faire all-in sur une valeur relativement volatile, voire très très volatile de la tech. C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant ça, j'avais 2 messages à passer. Le premier, c'était à Luc qui m'a envoyé ce bouquin Trader de Nick Leeson. En fait, j'en avais parlé il y a déjà un moment dans un podcast en expliquant que j'avais lu ce bouquin il y a très longtemps, que j'avais adoré et que je l'avais perdu. Voilà, et que c'était dommage parce que c'est vraiment un bouquin que j'avais beaucoup aimé. Luc me l'a envoyé, je le remercie énormément, sauf que je crois qu'il avait mis son adresse sur l'emballage que j'ai bêtement jeté. Donc j'ai une carte avec Luc dedans, mais je ne sais pas Luc qui, d'où. Voilà, donc j'aimerais beaucoup le remercier. Donc Luc, si tu peux m'écrire dans l'adresse email qui est sur la chaîne quelque part, dans à propos, etc., ce serait super. Je ne l'ai pas trouvé sur LinkedIn non plus, Luc. Donc voilà, si d'ailleurs j'en profite, si vous voulez vous me connecter avec moi sur LinkedIn, c'est avec grand plaisir que j'accepte toutes les connexions. Donc ça, c'est la première chose pour Luc. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai déjà parlé du club Bourse Eco, mais je tiens aujourd'hui aussi à vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter Bourse Eco si vous aimez recevoir des analyses d'entreprises de qualité directement dans votre boîte mail gratuitement. Voilà, n'hésitez pas, le lien est en dessous de cette vidéo. Voilà pour les messages du jour. Donc on va passer à cette revue de portefeuille, ou c'est plutôt à cette revue de unique position sur laquelle Sébastien a mis une belle partie de son patrimoine. Donc voilà, il se présente. Alors je suis Sébastien, célibataire, 42 ans. J'ai cofondé une société en 2016 avec une croissance du chiffre d'affaires de 45% en 2024. Alors j'ai enlevé les chiffres de sa société. Sachez que c'est une belle société qui lui donne un revenu très très confortable. Il reste actionnaire majoritaire de cette société qui constitue l'essentiel de son patrimoine. Il n'a pas d'immobilier. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis passionné par la tech et le spatial. Je m'intéresse de près aux sociétés du secteur, notamment SpaceX et Rocket Lab, sachant que SpaceX n'est pas coté en bourse, mais que Rocket Lab, on le verra, l'est. Alors je continue à dire ce qui m'a mis. Donc en 2022, je vois que Rocket Lab monte en puissance et le cours de l'action ne semble pas refléter cette réalité. Je commence à investir dans cette société qui représente 80% de mon portefeuille. Mon objectif est à ce moment-là de maximiser mon risque et mon rendement, sachant que je garde une sécurité avec ma société. J'ai pas de famille à charge, pas de gros besoins. J'arrive à environ 80 000 de positions sur Rocket Lab à mi-2024. Donc, il a monté graduellement sa position de 2022 jusqu'à mi-2024. Voilà, donc je vous ai mis le graphe sur la vidéo. Donc, il a construit sa position jusqu'à mi-2024. Donc à peu près jusque là. On voit que c'était pendant une période de stagnation, surtout entre 4 et 6 $. Donc il nous dit que fin 2024, donc après qu'il ait monté cette position de 80 000 €, l'action Rocket Lab passe de 4 $ à 25 $. On voit effectivement la montée extrêmement rapide. Alors j'ai mis un graphique en weekly ici pour qu'il soit un peu plus lisible. Donc chaque barre représente une semaine. Et je multiplie mon patrimoine boursier par 3 en passant d'environ 100 000 à 300 000 €. J'ai allégé pendant la hausse, ce qui m'a permis de réduire le risque, d'aider ma famille et d'augmenter mon confort. Là, effectivement, bravo Sébastien. Au détriment de ma performance, j'en suis conscient et n'ai pas de regret. Suite à ça, n'étant plus trop à l'aise avec le niveau de risque, j'ai diversifié mon portefeuille dans d'autres actions de la tech en gardant une grande part de Rocket Lab dans mon portefeuille. J'estime que le potentiel est toujours important pour les 3 prochaines années et reste aligné avec et passionné par ce qu'ils font. Donc voilà, en gros, il a monté la position ici, 80 000 €, boum, et puis en x3, voire un peu plus que x3, enfin x3, on voit que le graphique fait x5, mais lui ne fait entre guillemets que x3 parce que vous avez compris, il a vendu sur la fin de la hausse, il a probablement dû vendre un peu plus, entre 15 et 20 $. Alors pour avoir un meilleur point de vue de ce qui s'était passé, je lui ai envoyé quelques questions. Avant de te lancer sur Rocket Lab, avais-tu déjà investi en bourse ou était-ce ta première expérience significative ? Donc, il investit depuis 2010, c'est pas un novice, au départ des montants modestes, quelques milliers d'euros, placés en DCA sur un PEA, en faisant du stock picking de grandes entreprises européennes comme Total. Je me suis essayé au trading sur Varan en 2020-2021 et j'ai perdu quasiment tout mon investissement en m'entêtant à vouloir shorter Tesla. Une belle leçon à 60 000 €, pas négligeable, pas négligeable du tout, très, très cher comme leçon. Arrêtez-vous avant si vous voyez que quelque chose se passe mal. J'ai commencé à me documenter, j'ai découvert ta chaîne et j'ai lu Random Walk de Malkiel. C'est un des livres qui est derrière, c'est un grand classique en finance qui
met beaucoup l'accent sur le fait que c'est très difficile de battre les marchés, blablabla. En général, quand on lit ce bouquin, on termine en full ETF. On voit que c'est pas du tout ce qu'il a fait. C'est assez drôle, mais en tout cas, je crois que c'est une marche au hasard à Wall Street. En français, je sais pas trop, mais bon, sur Malkiel, vous trouverez très bon livre à lire. Donc on voit qu'il a quand même eu une belle leçon à 60 000 € avant de faire son très beau gain sur Rocket Lab. Ensuite, comment décrirais-tu ton niveau de tolérance au risque? Bon, je pose la question bêtement parce que je pense qu'on a tous compris quel était son niveau de tolérance. A-t-il évolué avec le temps? Quelle aurait été ta réaction si tu avais perdu 80% sur Rocket Lab? Je suis extrêmement tolérant au risque, on l'avait compris. Je le suis devenu de plus en plus au fil du temps. Ça, c'est curieux parce qu'en général, on a peut-être tendance à avoir l'inverse, surtout après avoir perdu 60 000 € comme ça sur des options. En augmentant mes compétences professionnelles, le chiffre d'affaires et la valorisation de mon entreprise. Donc ça, c'est un bon point. Il a une belle entreprise aujourd'hui. Donc effectivement, ça, c'est un point très important pour la vidéo d'aujourd'hui. 80 000 €, même si c'est une belle somme, ce n'est pas une si grosse somme que ça pour lui. Ça, c'est un point extrêmement important à noter. J'attache moins d'importance à l'argent aussi. Après avoir perdu tout mon investissement, short Tesla m'a fait réaliser que c'était pas si grave. Je réalise que je suis privilégié, ayant des compétences toujours recherchées, quoi qu'il arrive, développement logiciel, c'est mon filet de sécurité. Donc un point important. On voit quelqu'un qui a une aversion au risque très faible, il est vraiment prêt à prendre beaucoup de risques. Après avoir perdu 60 000 €, ça l'a toujours pas calmé, voire même au contraire, comme il nous le dit, mais il est backé par son entreprise, par des compétences professionnelles qui le mettent à l'abri de périodes de chômage, manque d'argent, etc. Alors pourquoi un tel all-in dans la tech? J'ai mis dans la tech, mais en fait c'est plus que ça, c'est même dans le spatial, et dans le spatial c'est sur une seule valeur. Alors, j'ai tenté de répondre à la question de Peter Thiel. Qu'est-ce que tu penses être vrai, mais avec lequel peu de gens sont d'accord? Ma croyance contradictoire, c'est un optimisme concernant la tech. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit si contradictoire que ça, un optimisme concernant la tech. Le spatial, probablement plus. J'ai cru à SpaceX dès le début. Je pense que nous ne sommes pas encore à 1% du potentiel de l'informatique et des technologies actuelles, sans parler des technologies qui restent encore à découvrir. Alors, 1%, je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec lui sur la technologie au sens large. Qu'est-ce qui t'a convaincu que Rocket Lab était une opportunité sous-évaluée en 2022? Ça, c'est le point qui est intéressant. J'ai suivi le secteur de très près. Le PDG, Peter Beck, m'a convaincu par son implication dans l'entreprise, sa passion pour le sujet et son attention aux détails. Le carnet de commandes était bien rempli, peu d'échecs, peu de retard, un secteur en croissance forte, pas de possibilité d'investir dans SpaceX, mais envie d'être dans le secteur juste pour le fun au début. Et ça s'est bien transformé alors. Les concurrents pas aussi avancés dans leur projet à l'époque ou des CEO que je ne sentais pas. As-tu fait une analyse fondamentale poussée ou étais-tu surtout guidé par ton intuition et ta connaissance du secteur? Au début, juste l'intuition et une absence de choix, puisque SpaceX n'était pas coté, c'est ce qu'on ressent un peu jusqu'ici, pas trop d'analyse, vraiment plus un avis global sur le secteur. Au moment de renforcer sérieusement, analyse fondamentale très basique à base de règles de 3 et d'optimisme basée sur l'analyse de la valorisation du chiffre d'affaires, de la croissance et du carnet de commandes. Alors, comment as-tu géré l'incertitude et la volatilité de l'action entre 2022 et 2024? Parce que là, c'est vrai que le graphique, il paraît un peu ramassé comme ça. On se dit, bon là, on a un range. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le range, il va entre 4 et 6 $. Donc ça veut dire que quand on passe de 4 $ à 6 $, on a 50% de hausse. Quand on passe de 6 à 4 ou 3,5, voilà, on a des 30-40% de baisse. Donc il me dit, j'ai continué d'acheter chaque trimestre en investissant les dividendes de ma société. À quel moment précis as-tu commencé à vendre et quels critères t'ont guidé dans cette décision? J'ai été patient pendant la grosse hausse de novembre 2024, donc on est là, clac, 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 et c'était plutôt facile car il y a eu peu de retracement. Et c'est vrai, finalement, ça fait pas douter ce genre de hausse. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mon expérience et des vidéos m'ont appris qu'il faut être patient dans ces moments-là, éviter de vendre trop tôt. Et ça lui a bien réussi. Ensuite, j'imagine que le risque de perte est devenu trop élevé, même pour moi, et j'ai commencé à vendre un peu pour réduire le risque. Vu que ça s'est arrêté, même s'il y a une petite perte d'opportunité peut-être sur la fin, apparemment, il n'y a pas trop de regrets, mais il n'y a pas non plus de « ouais, j'avais raison » parce que c'est retombé à 10. On voit qu'on est dans un range beaucoup plus serré depuis en gros le début de l'année 2025. Bien, ensuite je lui ai demandé son suivi et ses attentes sur cette fameuse société Rocket Lab qu'on ira voir 5 minutes tout à l'heure. Je regarde les interviews du CEO, tous les calls présentant les résultats trimestriels et une chaîne YouTube animée par un actionnaire et qui parle de l'entreprise. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc on voit, quand on a une certaine somme, ça me paraît tout à fait logique, voire même indispensable de suivre tous les calls, enfin les résultats trimestriels, etc. Donc c'est très bien. Vu leur perspective de croissance liée à l'arrivée d'ici 2-3 ans de leur nouveau lanceur lourd, Neutron, je sais pas comment on dit, j'espère encore un triplement du cours de bourse sur les 3 prochaines années.
Ceci n'est pas un conseil, je tiens à préciser. Avec des échecs, c'est sûr, des explosions, certainement. Je continue de privilégier le rendement et le risque, donc je ne compte pas avoir plus de 3 actions dans mon portefeuille. Donc même après ce qui lui est arrivé, donc il perd 60 000, il fait un gros gain là, et il continue à avoir au moins 60% pour sa conviction la plus forte, sachant qu'aujourd'hui, Rocket Lab représente encore 86% de son portefeuille. Il en a racheté récemment. NIO 5% et Wix 9%. Donc on voit vraiment de la tech à fond. Et pour le moment, pas envie d'aller au dehors de la tech et du spatial. La croissance et l'avenir sont dans la tech, j'y reste pour l'instant. Alors est-ce que c'est le moment pour nous d'aller voir Rocket Lab ? Ouais, on va aller voir ça maintenant. Donc Rocket Lab, ce qui est important de voir, c'est que non seulement notre ami Sébastien fait un all-in, mais il fait un all-in dans une entreprise qui est extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un all-in dans du Microsoft, dans du Air Liquide, des sociétés avec beaucoup de récurrence, avec beaucoup de clients, avec des contrats très longs, etc. On est vraiment dans une entreprise dont la valorisation est très incertaine. Pourquoi ? Parce que là, si je prends, donc je suis dans zone bourse, finance, prévision des analystes, si je prends ces résultats, donc son chiffre d'affaires, ce sont les barres noires. Donc on voit qu'effectivement, il y a une bonne croissance du chiffre d'affaires, mais plus important pour moi, il y a les bénéfices ici qui sont les barres vertes, et on voit qu'en 2023, il y a eu une perte. Le résultat net de cette boîte, c'est une perte de 183 millions pour un chiffre d'affaires de 245 millions. Alors attention, c'est normal pour ce genre de boîte. Au début, ça brûle beaucoup de cash, beaucoup de cash avant de devenir rentable. Moi, ce qui me calme toujours avec ce genre de boîte, c'est qu'on voit ici les prévisions 2024, 2025, 2026 et même en 2026, les analystes prévoient encore une perte malgré un chiffre d'affaires qui sera en forte croissance. Moi, j'avoue que le problème avec ces boîtes, c'est qu'on se base uniquement sur le futur. Et alors même si j'ai pas analysé du tout la boîte, on voit carnet de commandes plein, etc. Je crois Sébastien, bien sûr, là-dessus. Mais le côté rentabilité est extrêmement flou. Et moi, c'est vrai que je me base là-dessus. Je me base sur les marges, qui évidemment sont négatives ici par définition. Je me base sur le return on equity, le retour sur capitaux propre, qui bien sûr est négatif ici. On voit qu'il reste un petit peu de cash sur les comptes. Là, on a la trésorerie moins dette qui est positif à 100 millions, mais le cash est brûlé assez vite. Donc on voit que à moins de nouvelles levées de fonds, à moins de nouvelles augmentations de capital, la dette va s'alourdir. Je ne sais pas trop comment il se finance. Il faut aller voir ça du côté du bilan. Mais il y a très probablement, avec ce genre de boîte, dilution. Alors je ne vais pas faire une analyse vraiment de la boîte. On voit qu'ici, il y avait 8 millions d'actions en circulation. On est passé à 400 millions. Donc je n'ai pas trop suivi. Soit ils ont fait un rachat, soit c'est une augmentation de capital. Enfin, de toute façon, ça revient aux mêmes dilutions des actionnaires. On voit que ça continue à diluer année après année. Donc moi, ce genre de boîte-là, c'est niette. Et le gros souci pour moi, c'est que quand une boîte ne fait pas de bénéfices, on ne peut absolument pas la valoriser correctement. D'où cette volatilité. Comment vous voulez qu'une action passe de 4$ à 25$ en quelques mois ? C'est juste parce qu'on ne sait pas combien elle vaut. Donc lui a estimé qu'elle était sous-valorisée en bourse pendant les années 2022-2023. Le marché lui donne raison aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien pour lui. Mais j'avoue que moi, je suis paumé. Sur ce type de valeur, je suis complètement paumé. Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de Sébastien, parce qu'il a vraiment une vision d'entrepreneur plus que d'investisseur classique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avant cette histoire-là, son patrimoine, c'était sa boîte. Donc, je tiens à le redire, sa boîte vaut bien plus que les 80 000 € qu'il a investis. Donc, pour lui, mettre ces 80 000 € à côté, c'est déjà une diversification. Vu que son patrimoine est déjà dans une seule boîte. Une boîte qui n'est pas dans le spatial non plus, évidemment. Il n'est pas en train de lancer des fusées. Donc pour lui, c'est déjà une première diversification de mettre ses 80 000 € dans une boîte qui lance des fusées. C'est évidemment une approche qui n'est pas pour tout le monde. Il a évidemment une tolérance au risque qui est supérieure à la moyenne, très largement supérieure à la mienne, je dois avouer, mais moi, c'est un peu inverse, vu que mon patrimoine est principalement en bourse et en immobilier. Moi, j'ai vraiment une approche de diversification, et c'est vrai que moi, je serais incapable, j'ai ni l'envie, ni de faire ce genre de choses. Mais je comprends l'idée, il a vraiment cette approche entrepreneuriale, et c'est aussi d'ailleurs ce côté entrepreneurial qui fait que son analyse est bien plus axée sur le long terme, sur le futur, que comme moi sur le présent et le futur proche. Moi, je regarde passé, présent, futur proche, parce que ça ne m'intéresse pas trop de savoir ce que va faire la boîte dans quelques années. Je déjà me focalise sur ce qu'elle est capable de délivrer aujourd'hui. Sauf que là, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire avec ce type de boîte. Il faut vraiment se projeter. C'est un pari sur le futur. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Des revenus importants relativisant les montants en jeu. J'ai rajouté ça parce que
c'est très important si cette vidéo vous donne envie de faire la même chose, ce qui n'est pas du tout le but, pas du tout le but. C'est pour ça que j'ai pas voulu, pour préserver Sébastien, mettre ses chiffres, mais voilà, il gagne bien plus que 80 000 euros par an. Donc pour lui, mettre 80 000 euros sur cette boîte-là, c'était pas non plus quelque chose qui allait le mettre en danger. Si vous voulez la preuve, il a réussi à perdre 60 000 euros sans que ce soit pour lui un drame, et même ça lui a fait relativiser l'importance de l'argent. Donc on voit aussi dans ce qu'il nous a fait, c'est l'importance des convictions, puisqu'il a beaucoup d'intuition et de suivi du secteur. C'est un mélange des deux, et effectivement, il faut une intuition et une conviction. Dans le secteur spatial, on sait très bien, il y a une fusée qui explose, et c'est voilà, du jour au lendemain, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il a, mine de rien, pris énormément de risques, mais il a su le gérer de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il est rentré en plusieurs fois, il n'a pas fait un all-in d'un coup sur les 80 000, hein, il est rentré trimestre après, mois après mois. Ensuite, il a réussi à prendre son profit, et maintenant qu'il a locké une partie du profit, il diversifie un petit peu, mais il en a remis dedans au fur et à mesure que ses dividendes tombe. Donc effectivement, la question c'est, est-ce que c'est une bonne stratégie ou est-ce que c'est une prise de risque excessive? Vous vous doutez de ma réponse, et je sais très bien que Sébastien s'en doute aussi. Alors c'est une bonne stratégie pour lui, et la preuve c'est qu'il la continue. Pour moi, c'est évidemment pour la plupart des gens, je dis pas pour lui, mais pour la plupart des gens, une prise de risque excessive. Pas forcément excessive pour lui. Je le répète, hein, quand j'ai mis « ne faites pas ça à la maison », c'est parce que lui a un patrimoine et un revenu important. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on nous raconte ce genre d'histoire, et moi j'adore écouter ce genre d'histoire, c'est qu'ici on a un biais du survivant. C'est-à-dire que là, je parle à quelqu'un qui a eu un beau succès, qui m'en parle, qui me dit voilà, j'ai acheté là, et je suis passé de 80 000 à 300 000 euros, bravo, ça c'est super. Mais combien de personnes ont investi sur le même type de boîte, une grosse partie de leur patrimoine, et ont tout perdu? Il y en a beaucoup. Donc c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est ce qui se produit beaucoup avec tous les gens qui ont énormément d'abonnés sur Insta, YouTube, etc. et qui vous expliquent comment faire pour atteindre leur niveau. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a un énorme biais du survivant qui est potentiellement dû à la chance. Et voilà, c'est difficile d'apprendre d'un cas sorti de la masse, si vous voulez. Donc là, on voit la partie, le trade qui a réussi. On ne voit pas tous les trades qui ont moins réussi. Ce que je vois ici, c'est que ce qu'il a fait, moi j'appelle ça une stratégie ticket de loto. C'est-à-dire qu'il a fait un all-in sur une entreprise très fragile. C'est ce que je vous disais, c'est pas un all-in sur Microsoft, c'est pas un all-in sur des grosses boîtes comme ça, je sais pas, Alphabet, peu importe, qui ont des grosses bases de clients. Il a fait un all-in sur une entreprise fragile. Ce que j'appelle fragile, c'est pas que la boîte va s'écrouler demain, mais c'est que c'est une boîte qui perd de l'argent et qui va perdre de l'argent pendant encore des années. Donc elle a besoin d'être sous perfusion. Ce que j'appelle sous perfusion, c'est qu'elle a besoin de financement, soit du cash qui vient, comme je disais, de levée de fonds, enfin d'augmentation de capital, de dette, peu importe, mais c'est une boîte qui peut aller à zéro. Il y a des boîtes qui n'iront pas à zéro. Air Liquide et ses contrats, et c'est pour ça que les Français l'aiment bien, mais il n'y a pas qu'Air Liquide, il y en a plein, qui ne vont pas faire faillite. Elles peuvent perdre de l'argent, perdre pas mal d'argent, avoir leurs bénéfices qui perdent 10, 20, 30%, leur cours de bourse qui perd 50%, peu importe, mais elles n'arriveront pas à zéro. Ici, on est en présence d'une boîte qui peut clairement arriver à zéro, donc c'est ce que j'appelle stratégie ticket de loto. Donc, je trouve ça intéressant de voir cette démarche entrepreneuriale en bourse, qu'on voit peu. Hein. Pour moi, ici, c'est pas vraiment c'est comme je le disais, plus de l'investissement entrepreneurial que de l'investissement tout court et surtout pas long terme. Il ne fait pas du long terme. On le voit bien, il est sorti au bout de un an et demi. Donc, c'est un coup qu'il essaye de faire, même si on le voit, il est quand même engagé à moyen terme, on va dire, sur cette boîte. Ça, je trouve ça intéressant de rester investi à 86% de son portefeuille, si je me souviens bien, alors qu'il a déjà un gros gain. Ça montre la conviction qu'il a. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur sa stratégie qui a bien marché jusqu'ici. Moi, je regarde toujours ça avec des frissons. Forcément, ça me fait toujours bizarre parce que moi, l'argent que j'ai mis en bourse, c'est de l'argent que j'ai gagné en travaillant pendant des années. Et donc, je ne me verrais pas le parier comme ça. Mais je trouve ça toujours intéressant de le voir chez d'autres personnes. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez déjà fait la même chose? Que vous avez perdu, gagné? Racontez-nous vos histoires en commentaire. Merci encore pour tous vos soutiens. C'est toujours super sympa. N'oubliez pas de liker et puis de partager éventuellement cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Voilà. Et je suis toujours preneur de temps en temps de patrimoine à regarder ou de portefeuille. Alors je vais surtout regarder du côté du club Bourse Eco pour le moment, mais voilà, si vous avez vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous pouvez toujours me l'envoyer sur l'adresse email de cette chaîne. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos, notamment de revues de portefeuille. Allez, ciao.